Bienvenue. Dans cet article, nous abordons une question essentielle. Pour quelles raisons les personnes à tendance narcissique finissent-elles par blesser précisément celles qui leur témoignent une sincère attention? Ce type de comportement s'explique par un ensemble de mécanismes internes, de dépendances affectives et de stratégies de Pashtvanoutian psychiques profondément ancrées. Au cœur de cette dynamique se trouve le besoin de proximité, la quête de validation et le désir de maîtrise. Lorsqu'on ne perçoit pas clairement ces logiques, il devient facile de se sentir désorienté. Dans les sections suivantes, nous détaillerons progressivement ce qui motive les individus narcissiques, les éléments sur lesquels ils concentrent leur attention, ainsi que les raisons pour lesquelles certains schémas se répètent inlassablement. Cette compréhension te permettra de mieux interpréter tes expériences et d'adopter une approche plus lucide face à ce type de relation. Chers spectateurs, veuillez nous accorder un instant de votre précieuse attention. Avant de continuer, nous aimerions solliciter votre soutien. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Nous vous serions sincèrement reconnaissants si vous cliquez sur le bouton « S'abonner ». Un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Votre appui compte énormément pour nous. Et maintenant, poursuivons. Numéro 1. Pourquoi les personnes narcissiques blessent précisément ceux qui leur sont le plus proches? Pourquoi le comportement destructeur des individus à structure narcissique se dirige-t-il presque systématiquement vers ceux qui aiment sincèrement, restent loyaux et s'impliquent profondément? À première vue, cela paraît paradoxal. Pourtant, c'est précisément là que réside le cœur de leur conflit intérieur. Pour ces personnes, la proximité n'est pas vécue comme un espace de sécurité, mais comme une menace. Plus un lien est authentique, stable et bienveillant, plus il active leur insécurité enfouie. L'affection véritable les confronte à une incapacité interne à ressentir pleinement. Et cette confrontation déclenche des mécanismes de défense, une tension psychique et, à terme, des comportements nuisibles. Les personnalités narcissiques sont profondément divisées. D'un côté, elles dépendent des autres pour se percevoir, obtenir de la reconnaissance et stabiliser une image de soi fragile. De l'autre, toute forme de dépendance est ressentie comme une atteinte à leur valeur. Cette coexistence entre désir de proximité et rejet de l'attachement crée une tension constante. Ainsi, ceux qui offrent compréhension, patience et ouverture émotionnelle se retrouvent, souvent sans le savoir, dans une position à risque. Car ces qualités mettent en lumière ce qui leur fait défaut. Au lieu de susciter de la gratitude, cela génère une agitation interne. Là où l'on attendrait de la reconnaissance, apparaît une impulsion à rabaisser ou déstabiliser l'autre. Non pas parce que la personne proche agit mal, mais parce que son authenticité agit comme un miroir. Ce miroir révèle un vide intérieur qu'il faut à tout prix dissimuler. Pour réguler cet inconfort, les individus narcissiques recourent fréquemment à des formes subtiles de contrôle, de distance affective ou de pression psychologique. Leur objectif n'est pas la connexion, mais la domination. Il est particulièrement douloureux de constater qu'ils se tournent instinctivement vers des personnes empathiques, fidèles et fiables. Ces profils offrent un soutien sans exiger immédiatement de retour. Pour une structure narcissique, c'est un terrain idéal, recevoir validation et stabilité sans construire une véritable réciprocité. Mais cela crée aussi un déséquilibre de pouvoir, exploité consciemment ou non. Plus l'autre s'investit, plus grandit le besoin de le dominer plutôt que de le rencontrer sur un pied d'égalité. S'ajoute à cela une peur profonde d'être démasqué. Une proximité réelle pourrait fissurer la façade soigneusement construite. Pour éviter cela, la relation est sabotée. Paroles blessantes, comportements incohérents ou retraits soudains servent à instaurer de la distance et à reprendre le contrôle. La personne en face commence alors à douter, à s'adapter ou à donner davantage, tandis que l'individu narcissique retrouve un sentiment de supériorité et de sécurité.
Il est essentiel de comprendre que ce fonctionnement ne relève pas d'une force intérieure, mais d'une dépendance profonde. Les personnes narcissiques ont besoin de l'énergie émotionnelle des autres pour maintenir leur équilibre psychique. Plus quelqu'un se rapproche, plus la peur de perdre cette source ou de ressentir leur propre insuffisance s'intensifie. Plutôt que d'assumer ses émotions, elle les projette vers l'extérieur. Cela explique pourquoi ceux qui aiment sincèrement, écoutent et soutiennent sont souvent les plus affectés. Ils incarnent ce que la proximité pourrait être dans sa forme la plus saine et deviennent, pour cette raison même, le support des conflits internes du narcissique. Ainsi, le comportement destructeur n'indique pas un manque d'importance, mais au contraire l'intensité de l'impact de cette relation sur son équilibre interne. Comprendre ce mécanisme permet de recontextualiser l'expérience. Il ne s'agit ni d'un échec personnel, ni d'un excès d'émotions, ni d'attentes irréalistes. Il s'agit d'un déséquilibre structurel où une véritable proximité se heurte à des défenses internes rigides. Cette prise de conscience constitue souvent la première étape pour se détacher intérieurement, établir des limites claires et recentrer son propre équilibre émotionnel. Numéro 2, la tension intérieure entre dépendance et mépris. Chez les personnes à structure narcissique, un paradoxe profond façonne l'ensemble de leur fonctionnement. Elles dépendent fortement des autres tout en percevant cette dépendance comme une humiliation. Bien que ce conflit interne reste souvent invisible, il influence presque toutes leurs réactions dans les relations. À l'extérieur, elles affichent assurance, autonomie et maîtrise. En réalité, elles recherchent en permanence validation, confirmation et écho émotionnel. Cependant, ce besoin d'autrui leur est difficilement supportable. Il entre en contradiction avec l'image idéalisée qu'elles s'efforcent de préserver. Pour ne pas fragiliser cette construction, elles adoptent une posture de dévalorisation envers ceux dont elles ont le plus besoin. La proximité n'est pas vécue comme un échange équilibré, mais comme une menace pour un moi instable. Ainsi, toute personne qui s'approche émotionnellement devient, sans le vouloir, un déclencheur de honte et d'insécurité. Leur comportement oscille alors fréquemment entre attraction et rejet. Un instant, elles recherchent attention, approbation et intimité. L'instant suivant, elles deviennent froides, distantes, voire condescendantes. Cette ambivalence n'est pas fortuite, elle reflète leur état intérieur. Elles souhaitent maintenir l'autre à portée sans éprouver elles-mêmes le sentiment de dépendance. Incapables de résoudre ce dilemme, elles alternent sans cesse entre rapprochement et défense émotionnelle. Ce schéma apparaît avec une intensité particulière dans les relations proches. L'engagement affectif y est plus fort, les attentes plus marquées, et la possibilité d'être réellement perçu devient plus grande. C'est précisément ce qui accentue la tension interne. Plutôt que de s'ouvrir, elles recourent à des stratégies de dévalorisation, critique, dépréciation subtile ou remise en question de la perception de l'autre servent à restaurer un sentiment de contrôle et à masquer leur fragilité. Le mépris qu'elles expriment ne vise pas essentiellement l'autre, mais la part d'elles-mêmes qu'elles refusent d'accepter. Incapables de reconnaître consciemment ce conflit, elles le projettent à l'extérieur. L'autre devient alors le support de leur propre vulnérabilité. Ce mécanisme leur permet de se stabiliser temporairement sans affronter leurs émotions. Paradoxalement, leur dépendance persiste. Elles continuent de chercher attention, réactions affectives et reconnaissance. Cette coexistence de besoins et de dévalorisation engendre une dynamique relationnelle toxique où la proximité reste incertaine. L'autre ressent qu'il était nécessaire, mais jamais véritablement accueilli. La reconnaissance devient imprévisible et l'affection conditionnelle. Pour les personnes empathiques et capables d'attachement, cette dynamique est particulièrement déstabilisante. Elles tentent souvent de rétablir un équilibre par davantage de compréhension, de patience ou d'adaptation. Pourtant, ces efforts accentuent le déséquilibre interne.
Plus elles s'investissent, plus l'individu narcissique ressent sa dépendance et renforce ses mécanismes de défense. Ce fonctionnement montre qu'il ne s'agit ni d'une absence de sentiment, ni d'une volonté consciente de nuire, mais d'un conflit intérieur non résolu. Tant que la dépendance est perçue comme une faiblesse et la proximité comme une menace, une véritable connexion reste hors de portée. Reconnaître cette tension permet de ne pas interpréter ces comportements de manière personnelle et de mieux comprendre pourquoi proximité et dévalorisation sont si étroitement liés dans ce type de relation. Numéro 3. L'image de soi comme raison d'être et la quête d'une apparence irréprochable. Pour les individus à tendance narcissique, l'apparence extérieure dépasse largement une simple question de style ou de préférence personnelle. Elle constitue le socle même de leur identité. Ce que les autres perçoivent doit non seulement séduire, mais aussi impressionner, convaincre et refléter une forme de supériorité. Ainsi, l'image projetée devient une véritable armure, dissimulant des insécurités profondes, un sentiment de vide et des doutes intérieurs. C'est pourquoi ils consacrent une quantité considérable de temps, d'énergie et d'attention à tout ce qui renforce cette façade. Rien n'est laissé au hasard. Tenue vestimentaire, posture, attitude, signes de statut et rôle social sont minutieusement élaborés. Chaque détail est pensé pour produire un effet précis. L'objectif n'est pas d'être authentique, mais d'avoir un impact. Ce qui importe, ce n'est pas leur essence, mais la manière dont ils sont perçus. Cette mise en scène constante compense une identité intérieure fragile, insuffisamment construite. Un aspect particulièrement révélateur est leur capacité à adapter leur image selon le contexte. En fonction du public, ils modifient leur présentation, passant d'un rôle à un autre sans ressentir d'incohérence. Ce n'est pas perçu comme une contradiction, mais comme une stratégie indispensable pour obtenir reconnaissance et validation. L'accès à leur sphère intime reste strictement limité. Peu de personnes entrevoient là-bas les aspects les moins contrôlés, et même là, beaucoup demeurent cachés. Une transparence totale risquerait d'ébranler l'édifice soigneusement construit. La crainte de voir cette image se fissurer est constante. Une critique, un manque d'attention ou une simple indifférence peuvent être vécus comme des attaques majeures. Face à cela, ils réagissent souvent par une hypersensibilité ou une attitude défensive. Plutôt que de se remettre en question, ils intensifient leur auto-présentation, recherchent davantage de validation ou rabaissent autrui pour préserver leur position. Leur image doit être protégée en permanence, car elle constitue leur principal repère. Dans les interactions sociales, cette dépendance à l'impact devient particulièrement visible. L'attention des autres agit comme une confirmation d'existence. Être vu, c'est exister. En l'absence de cette reconnaissance, une agitation intérieure émerge. C'est pourquoi ils recherchent constamment visibilité, admiration et rôle valorisant. L'idée d'être ordinaire ou interchangeable leur est difficilement supportable. L'image parfaite sert précisément à éviter cette perception. Cependant, cette focalisation a un coût élevé. L'énergie investie dans l'apparence limite la capacité d'introspection et freine l'accès à une véritable profondeur émotionnelle. Les relations deviennent souvent instrumentales, utilisées pour soutenir et renforcer l'image de soi. L'entourage joue alors le rôle de miroir, de public ou d'amplificateur. Dès qu'une personne cesse de valider cette image ou commence à la remettre en question, elle est perçue comme problématique. Pour les proches, cette dynamique est difficile à saisir. Beaucoup est montré, mais peu est réellement partagé. La proximité semble déséquilibrée, car elle dépend du rôle attribué dans l'univers du narcissique. L'apparence extérieure prend la place d'une connexion authentique. Si elle permet d'obtenir une reconnaissance immédiate, elle empêche, à long terme, la construction de relations sincères. Comprendre ce mécanisme éclaire la logique de ce comportement.
Il ne s'agit pas simplement de superficialité, mais d'une stratégie profondément ancrée. L'image projetée n'est pas qu'une façade. Elle agit comme un mécanisme de survie. En prenant conscience de cela, il devient plus clair pourquoi l'authenticité trouve difficilement sa place dans ce type de relation et pourquoi l'apparence domine souvent ce qui se vit réellement à l'intérieur. Rejoignez notre communauté en vous abonnant. Chaque nouvel abonné nous motive et nous permet de partager encore plus avec vous. Numéro 4, la peur constante d'être démasqué et l'existence derrière un rôle construit. Derrière l'assurance apparente des personnalités narcissiques se cache une crainte profonde et persistante, celle d'être perçue telle qu'elles redoutent d'être au fond d'elles-mêmes. Même lorsqu'elles affichent calme et supériorité, cette peur demeure omniprésente. Tout leur comportement vise à masquer cette fragilité intérieure. Le rôle qu'elles incarnent n'est pas occasionnel. Il devient une structure permanente qui remplace leur véritable identité. Être démasqué ne signifie pas simplement subir une critique ou un rejet, mais risquer l'effondrement d'une image de soi laborieusement construite. En l'absence de fondation interne solide, la disparition de ce rôle entraînerait un profond sentiment de vide et d'instabilité. C'est pourquoi le besoin de contrôle occupe une place centrale. Elles filtrent ce qu'elles révèlent, maîtrisent leur image et choisissent soigneusement quelle version d'elles-mêmes est visible. L'ouverture n'est pas vécue comme une opportunité de lien, mais comme une menace. Cette tension s'intensifie particulièrement dans les relations proches. Plus quelqu'un s'approche, plus le risque de dévoiler des incohérences augmente. Une réaction émotionnelle, une faille ou une contradiction pourrait fissurer l'image projetée. Pour éviter cela, elles adoptent des stratégies comme le retrait, la diversion ou la manipulation subtile de la réalité. L'objectif reste toujours identique, préserver le rôle. Il n'est pas rare qu'elles passent d'une identité à une autre selon les situations. Tantôt fortes et inébranlables, tantôt incomprises ou victimes, ces postures servent à capter l'attention tout en évitant toute remise en question. En se positionnant comme exceptionnelles, elles échappent à l'analyse critique. Toute personne exprimant un doute est rapidement perçue comme injuste, envieuse ou hostile, ce qui protège leur construction interne. Cependant, cette vigilance constante génère une pression psychique importante. Elles doivent en permanence maintenir une cohérence extérieure malgré une insécurité intérieure persistante. Ce déséquilibre empêche tout véritable relâchement. Chaque interaction devient une performance, chaque relation un espace de défense. L'existence se transforme en mise en scène plutôt qu'en expérience authentique. Pour l'entourage, ce fonctionnement est difficile à identifier immédiatement. Au début, la personne peut sembler charismatique, convaincante, voire particulièrement lucide. Mais avec le temps, des incohérences apparaissent. Les discours divergent, la proximité est brusquement interrompue et les échanges reviennent sans cesse à l'image de soi. Toute tentative de dépasser cette façade se heurte à une résistance ou à une froideur émotionnelle. Ce mécanisme éclaire pourquoi la vulnérabilité authentique est presque absente dans ce type de relation. Elle représenterait un risque trop élevé d'exposition. Ainsi, une distance est maintenue même lorsque la proximité semble exister. Le rôle construit devient une frontière infranchissable. Il protège de la honte intérieure, mais empêche toute connexion réelle. Comprendre cette peur d'être dévoilé permet de donner du sens à des comportements en apparence contradictoires. Derrière le contrôle, l'évitement et les réactions défensives ne se trouvent pas une force intérieure, mais une tentative désespérée de préserver une image fragile. Reconnaître cela aide à cesser de chercher une authenticité là où la peur d'être vu en profondeur dicte les règles. Numéro 5, validation, attention et le rôle central du narcissistic supply. Chez les personnalités à structure narcissique, la validation, souvent perçue comme reconnaissance ou approbation, occupe une place essentielle. Il ne s'agit pas d'un simple confort émotionnel,
mais d'un élément vital pour maintenir leur équilibre interne. Cette dynamique est fréquemment désignée par le terme « narcissistic supply », une forme d'énergie psychique tirée des réactions et de l'attention d'autrui. Privées de cette source, ces personnes ressentent un vide profond, une insécurité croissante et une menace diffuse. Leur stabilité dépend largement du fait d'être vues, admirées ou, au minimum, reconnues. À première vue, cette quête peut sembler anodine, un compliment, un signe d'accord ou un regard valorisant. Pourtant, chaque manifestation d'attention agit comme une confirmation que l'image construite fonctionne. Elle valide le rôle qu'elle projette et renforce l'illusion d'une identité maîtrisée. En l'absence de cette résonance, apparaissent agitation, anxiété et parfois des comportements manipulateurs ou agressifs. Plus une personne offre une attention constante, plus elle devient une source essentielle pour nourrir ce besoin. Il est important de noter que toutes les formes d'attention ne sont pas perçues de la même manière. L'attention positive renforce directement l'ego, tandis que l'attention négative peut également servir de ressource. En provoquant des réactions émotionnelles, frustration, doute ou souffrance, elles parviennent à ressentir pouvoir et contrôle. Ce qui, pour l'entourage, semble blessant ou incompréhensible, constitue en réalité un moyen de stabilisation interne. Cependant, ce besoin n'est jamais satisfait durablement. Une seule source ne suffit pas, il leur faut constamment renouveler les apports. L'attention d'un proche devient rapidement insuffisante, ce qui les pousse à multiplier les interactions et à rechercher d'autres formes de validation. C'est dans ce contexte que se développent des schémas typiques. Alternance entre rapprochement et distance, manipulation subtile et test des limites. Ceux qui donnent deviennent des ressources, tandis que ceux qui prennent de la distance sont temporairement écartés, mais rarement exclus définitivement. Cette dépendance est étroitement liée à la peur d'être démasqué. L'indifférence ou la critique menacent directement l'image construite. Sans validation externe, leur équilibre devient instable. Ainsi, elles déploient vraiment des efforts constants pour influencer, orienter et conditionner leur entourage à répondre à leurs attentes. Dans cette logique, la relation n'est pas vécue comme un échange, mais comme un moyen d'assurer un flux continu de supply. Pour les personnes proches, ce fonctionnement reste souvent difficile à identifier. Les gestes d'affection ou de loyauté sont perçus comme naturels, tandis que, parallèlement, le narcissique adopte des attitudes de contrôle, de distance ou de manipulation. Comprendre que ces comportements sont motivés par une recherche constante d'attention permet de les interpréter avec plus de clarté. Il ne s'agit pas d'un attachement authentique, mais d'un système destiné à préserver une identité fragile. Prendre conscience de ce mécanisme est fondamental pour se protéger. Reconnaître cette dépendance à l'attention permet d'établir des limites saines et d'éviter de devenir, inconsciemment, une source d'épuisement émotionnel. Cela éclaire également les contradictions apparentes. Rechercher la proximité tout en rabaissant, exercer un contrôle tout en réclamant de l'attention. Autant de comportements qui répondent à la logique interne de ce besoin constant de narcissistic supply. Numéro 6. Le besoin de contrôle comme moteur et la réduction de l'autre à un simple moyen. Chez les personnalités narcissiques, le contrôle constitue un axe central qui oriente leur comportement. Ce besoin ne relève pas du hasard. Il prend racine dans une insécurité interne profonde. Maîtriser les situations leur procure une impression de stabilité, de repère et de supériorité. Dès que ce sentiment vacille, leur équilibre intérieur est menacé. Ainsi, chaque relation, chaque interaction et toute forme de proximité sont évaluées selon leur capacité à offrir influence, pouvoir ou domination. Pour ces individus, exercer un contrôle revient presque à assurer leur propre existence psychique. Il ne suffit pas d'attirer l'attention. Ce qui compte, c'est de provoquer des réactions, d'influencer les attitudes et de diriger les états émotionnels d'autrui. C'est uniquement dans cette dynamique qu'ils se sentent réellement efficaces.
Par conséquent, la relation n'est pas vécue comme un échange réciproque, mais comme un levier d'influence. Dans cette logique, les personnes qui les entourent sont souvent perçues de manière fonctionnelle. Elles ne sont pas considérées comme des individus autonomes, mais comme des ressources. Ceux qui apportent validation, disponibilité ou adaptabilité deviennent utiles. Cette perception n'est pas toujours consciente. Elle découle d'un schéma profondément ancré. La valeur d'une relation ne repose pas sur le lien, mais sur ce qu'elle procure au sentiment de soi. Le contrôle ne s'exprime pas nécessairement de façon directe. Il prend fréquemment des formes subtiles, distance émotionnelle, signaux contradictoires ou retrait calculé de l'attention. Ces mécanismes créent de l'incertitude chez l'autre, ce qui renforce son implication. Cherchant à comprendre ou à rétablir l'équilibre, il s'adapte davantage, donne plus, et ce faisant, modifie le rapport de force au profit du narcissique. Un autre aspect clé réside dans le besoin de multiplier les options. S'appuyer sur une seule personne impliquerait une dépendance difficile à tolérer. C'est pourquoi ils maintiennent souvent plusieurs relations, rôles ou cercles simultanément. Cette diversité leur permet de comparer, d'alterner et de choisir en permanence la source la plus gratifiante. Dans ce système, les individus deviennent interchangeables, même si une proximité apparente est entretenue. Lorsque quelqu'un commence à prendre de la distance, à poser des limites ou à réduire sa disponibilité, cela est perçu comme une menace directe. La perte de contrôle déclenche une agitation interne. Pour y répondre, ils cherchent généralement à rétablir leur emprise, par un regain soudain d'attention, par l'induction de culpabilité ou au contraire, par un retrait stratégique. L'objectif n'est pas de clarifier la relation, mais de restaurer l'équilibre du pouvoir. À long terme, ce fonctionnement engendre un modèle relationnel déséquilibré où l'égalité n'a pas sa place. L'un dirige, l'autre s'ajuste. L'un impose le rythme émotionnel, l'autre le suit. Pour les personnes empathiques, cette dynamique est particulièrement éprouvante, car leur désir de lien les conduit progressivement dans une position qui fragilise leur propre stabilité intérieure. Comprendre ce mécanisme permet de dépasser une lecture personnelle ou culpabilisante. Le besoin de contrôle ne traduit pas une force, mais compense une absence de sécurité interne. En prenant conscience de cela, il devient possible de reconsidérer son expérience. Une relation authentique ne peut émerger là où l'influence prime sur la rencontre et où le contrôle remplace la confiance. Numéro 7. Des relations interchangeables et une quête incessante de nouvelles sources. Chez les personnalités narcissiques, les relations possèdent rarement une valeur stable ou durable. Elles ne sont pas vécues avant tout comme des liens affectifs, mais comme des ressources permettant d'obtenir validation, attention et équilibre interne. Tant qu'une relation remplit cette fonction, elle est maintenue. Dès que son effet diminue ou que la réponse attendue disparaît, son importance s'efface. Cette logique rend les individus remplaçables, même si une apparente proximité, loyauté ou implication est affichée. Cette recherche continue de nouvelles sources ne traduit ni curiosité ni ouverture, mais répond à un besoin de sécurité intérieure. S'attacher à une seule personne impliquerait une dépendance difficile à tolérer. Pour éviter cela, ces individus maintiennent plusieurs options simultanément. Ils cherchent à pouvoir passer d'une relation à une autre sans ressentir de perte. Ainsi, les liens deviennent un ensemble d'alternatives, plutôt qu'un espace d'attachement authentique. Dans ce contexte, il est fréquent de ressentir qu'on n'est jamais totalement libéré. Même lorsque la distance s'installe ou que le contact diminue, une forme de lien implicite persiste. L'autre reste en quelque sorte disponible, sans qu'une véritable proximité soit assumée. Ce maintien en réserve répond à un besoin de sécurité, pouvoir revenir vers l'autre si nécessaire, sans s'engager pleinement. Pour la personne concernée, cela génère souvent confusion et instabilité émotionnelle. Ce schéma apparaît particulièrement lorsque quelqu'un commence à se retirer
à poser des limites ou à moins s'investir. Au lieu de clarifier la situation, la réaction est souvent indirecte: silence, éloignement temporaire ou alternance de rapprochement et de distance. Ce comportement vise à maintenir l'autre dans une attente latente. Tant qu'un espoir subsiste, le lien émotionnel reste actif et peut être réactivé à tout moment. L'interchangeabilité ne concerne pas seulement des individus isolés, mais l'ensemble des relations. Amis, partenaires ou contacts professionnels sont évalués selon leur utilité. Ceux qui apportent actuellement de la reconnaissance occupent le premier plan, tandis que les autres passent au second. La continuité émotionnelle importe peu. Seul compte le fait de répondre aux besoins du moment. Pour les personnes capables d'attachement sincère, cette dynamique est particulièrement éprouvante. Elles investissent temps, énergie et engagement tout en entrant malgré elles dans un système fondé sur la disponibilité et le remplacement. Le manque de clarté les pousse souvent à douter d'elles-mêmes ou à redoubler d'efforts pour préserver le lien. Pourtant, cet investissement accentue encore le déséquilibre. Identifier ce fonctionnement constitue une étape essentielle de compréhension. La distance ou le remplacement ne reflète pas un manque de valeur personnelle, mais révèle un vide intérieur chez l'autre. Les individus narcissiques recherchent en permanence de nouvelles stimulations pour compenser cette absence interne. Les relations deviennent alors des outils de stabilisation et non des espaces de croissance mutuelle. Prendre conscience de cette réalité permet de se détacher progressivement. Il devient évident qu'une proximité authentique ne peut exister là où chacun doit rester remplaçable pour préserver contrôle et équilibre interne. Cette lucidité ouvre la voie à des choix plus sains, à des limites claires et à des relations où la stabilité ne dépend plus de conditions fluctuantes. Numéro 8. Pouvoir, réussite et statut comme substitut au vide intérieur. Chez les personnes à structure narcissique, le pouvoir, la réussite visible et la position sociale occupent une place prépondérante. Il ne s'agit pas simplement d'objectifs à atteindre, mais de compensations destinées à combler un manque interne. La reconnaissance obtenue par l'influence, le rang ou la sécurité matérielle leur procure temporairement un sentiment d'importance et de supériorité. En l'absence de ces appuis extérieurs, une instabilité intérieure apparaît rapidement, difficile à supporter. La réussite n'est pas perçue comme un cheminement personnel, mais comme une preuve d'exceptionnalité. Plus elle est visible, plus elle renforce une image de soi fragile. Les signes extérieurs, titres, possession ou reconnaissance sociale, remplissent une fonction précise. Instaurer une distance avec autrui et éviter toute relation d'égal à égal. Détenir du pouvoir permet d'échapper à la justification, à l'explication et surtout à la vulnérabilité, ce qui rend cette position particulièrement séduisante. Dans cette dynamique, les ressources matérielles jouent un rôle clé. L'argent offre indépendance, contrôle et capacité d'influence. Il permet de modeler les relations, de susciter la loyauté ou de créer des dépendances. Pour ces personnalités, cela représente une forme de sécurité. Au lieu de construire un lien émotionnel, elles peuvent exercer un impact par des moyens concrets. La possibilité d'agir sur les autres renforce leur stabilité psychique. Cependant, plus le succès grandit, plus le besoin d'en obtenir davantage s'intensifie. La satisfaction reste éphémère, car les acquisitions extérieures ne comblent pas durablement le vide intérieur. Chaque réussite devient rapidement insuffisante, appelant une nouvelle progression. Ce cycle maintient un mouvement constant sans apporter de véritable accomplissement. L'immobilité est perçue comme dangereuse, car elle ouvrirait un espace de confrontation avec soi-même. L'exercice du pouvoir sur autrui est particulièrement attractif. Il procure un sentiment de maîtrise et d'invulnérabilité. Détenir de l'influence permet de fixer des règles, d'imposer des attentes et de redéfinir les limites. Cette position protège d'un sentiment interne d'impuissance. En parallèle, elle tend à reléguer l'empathie, la considération
et la responsabilité au second plan. Les autres deviennent alors des éléments d'un système centré sur la stabilisation personnelle. Cette orientation impacte également la perception des normes. Les règles sont souvent appliquées de manière sélective, selon leur utilité. Se percevoir comme au-dessus du commun justifie, à leurs yeux, des privilèges ou des exceptions. Toute critique est vécue non comme un retour constructif, mais comme une attaque directe contre l'image de soi, entraînant des réactions défensives. Pour l'entourage, ce fonctionnement peut sembler paradoxal. L'apparence de réussite et de force masque une dépendance profonde à la reconnaissance. Derrière l'image de contrôle se cache un besoin constant de validation, jamais pleinement satisfait. Plus le pouvoir est grand, plus la peur de le perdre peut s'intensifier. Comprendre cette logique permet de voir que pouvoir, statut et réussite ne traduisent pas une solidité intérieure, mais servent de compensation. Ils dissimulent l'insécurité, remplacent l'estime de soi et empêchent une véritable rencontre avec soi-même. En prenant conscience de cela, il devient plus facile de ne pas se laisser tromper par les apparences et de comprendre pourquoi l'équilibre intérieur fait défaut là où l'image extérieure domine. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser une note de 5. Et dans le cas contraire, même une note de 0 reste utile. Ton retour est précieux et nous aide à améliorer continuellement ce contenu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Cela compte énormément. Prends soin de toi et de tes proches et à très bientôt dans la prochaine vidéo.